Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Mise en place en 2014, accélérant entre autres le développement des investissements en milieu universitaire, le programme de décentralisation des universités arrive-t-il aujourd'hui à remplir la mission qui est la sienne? Pour en parler, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Dambélé Maki, coordonnateur du PDU, avec qui nous ferons bien entendu le point des activités de ce programme. Monsieur le coordonnateur, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors tout de suite, première question, à quel besoin répond la mise en place du programme de décentralisation universitaire et quelles sont ses véritables missions? Vous vous souviendrez que au sortir de la crise post-électorale, l'université d'Abidjan avait été fermée pour élaborer des travaux afin d'admettre les étudiants dans un milieu estudiantin sain, donc débarrassé de tout ce qui ne concourait pas à la formation des jeunes. Aujourd'hui, la situation est qu'il y a une cohorte annuelle d'environ 80 à 100 000 nouveaux bacheliers, donc qui vient taper aux portes des universités publiques, sans compter qu'il y a déjà un gros déficit d'équipement pour les 250 à 300 000 étudiants actuels. D'où la nécessité pour le gouvernement d'investir massivement dans les universités publiques, non seulement pour accueillir le flot d'étudiants qui arrivent, pour assurer une formation de qualité à sa jeunesse qui va prendre en charge cette économie émergente à l'horizon 2020, mais aussi dans le cadre de l'aménagement du territoire pour que chaque étudiant ou étudiante, d'où qu'il soit, de quelques régions qu'il soit en Côte d'Ivoire, puisse avoir accès à un dispositif d'enseignement supérieur proche de chez lui. Donc voilà les raisons principales qui ont amené le gouvernement à mettre en place le programme de décentralisation des universités. Et à ce jour, les objectifs qui nous sont fixés jusqu'à l'horizon 2020 consistent à développer essentiellement 5 universités. Je parle de Mans, pour lequel l'ouverture officielle de l'université a déjà été faite le 6 février 2017. Donc c'est un grand pas qui a été fait et pour lequel nous continuons de travailler pour améliorer les conditions non seulement de vie des étudiants, mais également d'enseignement, de personnel d'enseignement technique et d'encadrement des enseignants. Nous travaillons sur l'université de Korogo, pour lequel nous avons déjà mis à disposition il y a à peu près 6 mois des bâtiments à usage académique. Je parle des amphithéâtres, je parle des salles de TD, je parle des bureaux des enseignants. Et aujourd'hui, nous travaillons sur tout ce qui est équipement à caractère social. Donc les hébergements, la restauration, les salles à manger et les terrains de sport, j'allais dire. Sur Daloa, nous faisons à peu près le même programme sans les hébergements, mais en y incluant la partie sociale qui consiste à réaliser une cuisine équipée avec des salles à manger. Donc là également, nous avons mis à disposition des autorités universitaires des amphithéâtres, des salles de TD, et nous continuons de travailler sur tout ce qui est base vie, c'est-à-dire les terrains de sport, pour que les étudiants puissent développer, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. En dehors de ces 3 universités dont je viens de parler, il y en a 2 autres que nous avons démarrées et qui se situent sur des terrains nus et pour lesquels les estimations de financement telles que c'est présenté aujourd'hui nécessitent que l'État de Côte d'Ivoire fasse le plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour obtenir des concours financiers pour réaliser ces 2 universités. Donc les discussions sont bien avancées. Nous avons bon espoir que d'ici 2020, les universités de San Pedro et de Bamboukou vont ouvrir. Alors, en ce qui concerne San Pedro, d'ores et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les travaux qui consistent à faire la voie d'accès à l'université sont en cours, avec l'amener d'électricité, avec l'amener d'eau potable et également de la fibre optique. Et bientôt, nous allons continuer la même chose sur Bamboukou, où les études sont en cours pour démarrer ces travaux. Donc voilà brièvement présenter le programme que nous faisons et d'une manière ramasser les résultats atteints à date. Alors, monsieur le coordonnateur, vous venez tout à l'heure de faire le point des actions que vous avez menées, mais aujourd'hui, de 2014 à aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait des résultats que vous venez de nous présenter? Nous nous situons dans le cadre d'un programme, et comme un programme c'est plusieurs projets, donc nous ne serons satisfaits, on peut dire, que si le programme est réalisé. Mais déjà, chacun des projets, s'il est réalisé, donne des motifs de satisfaction légitimes, mais qui ne nous permettent pas, comme on dit, de dormir sur nos 2 lauriers, puisque nous continuons nos efforts. Quand je vous parle de Mans,
On a ouvert dans des conditions difficiles, certes, mais aujourd'hui, nous sommes en train de remplacer l'entreprise qui a été jugée défaillante sur les hébergements et on espère pouvoir rapidement donner des hébergements aux étudiants. De la même manière, la cuisine a fait l'objet d'une forte pression de notre part. Aujourd'hui, les équipements de cuisine sont installés, on peut y faire à manger. Il reste quelques ajustements sur les salles à manger pour que les étudiants puissent se restaurer tranquillement à l'université. Sur 2 salles de TD, on en a livré une. Sur 2 amphis, on en a livré un. Donc, on continue les efforts. Le défi, dans ce cas, c'est justement de pouvoir réaliser des travaux pour des tranches futures sans trop gêner le fonctionnement des tranches qui sont en cours de fonctionnement avec les enseignements. Donc, c'est ça surtout le défi que nous avons. Sur Daloa, la satisfaction, elle est là. Nous avons livré quelques bâtiments d'enseignement, mais nous continuons de travailler sur la cuisine et sur les terrains de sport. Donc, ce sont des chantiers en continu que nous menons. Donc, c'est un programme qui est estimé à plus de 1,5 milliard d'euros sur une période allant de 2014 jusqu'à 2025. Donc, vous comprenez que ce sont des ressources financières qui ne sont pas disponibles dans le budget de l'État. Et donc, nous avons des discussions très avancées avec des bailleurs de fonds et aussi avec des partenaires privés qui pourraient apporter des concours à l'État pour non seulement financer, mais réaliser ces infrastructures et en assurer la maintenance. Parce que ça, c'est une chose qu'il faut dire aussi dans ce cadre. L'État souvent investit, mais la maintenance ne suit pas. Et là, c'est un changement de paradigme. Il faut absolument que les universités que nous construisons fassent l'objet de maintenance suivie avec les budgets alloués pour faire face à ces enjeux-là. L'ouverture de l'université de Mans, qui à terme doit accueillir 20 000 étudiants. La question du logement demeure une question cruciale. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la résolution de ce problème? La question des logements à l'université de Mans avait déjà été traitée. Une entreprise avait en charge de réaliser 500 lits à peu près. Malheureusement, celle-ci n'a pas pu tenir ses engagements et nous avons eu recours à la procédure de résiliation. Aujourd'hui même, je sors d'une réunion où un certain nombre d'entrepreneurs sont ciblés pour reprendre ces travaux. Donc d'ici septembre, les travaux vont reprendre et dans un délai qui reste à déterminer, ça dépend des entreprises. On pense que très bientôt, en tout cas début 2018, on sera capable donc de livrer les hébergements aux étudiants. Mais ce que je voudrais dire en ce qui concerne l'université de Mans, c'est une université qui pour la première fois est dotée du réseau informatique par Wi-Fi disponible sur l'ensemble du site. Et aujourd'hui, grâce à la connexion Internet que nous avons négociée et obtenue, l'étudiant, qu'il soit en résidence, qu'il soit dans la zone de restauration, qu'il soit au cours, a accès à l'Internet. Et l'un des combats que nous menons, c'est justement de faire fonctionner cette interconnexion des universités entre elles, de sorte que le principe de cours en ligne, qui est tant souhaité par le gouvernement, soit une réalité en Côte d'Ivoire. Des difficultés demeurent sur la question de l'interconnexion. Évidemment, l'interconnexion est un système qui a été mis en place par le gouvernement, des investissements très importants qui ont été supervisés par l'ANSUT, donc qui dépend du ministère des Télécommunications. Malheureusement, cette installation n'a pas fait l'objet de transfert formel au ministère de l'Enseignement supérieur, d'une part, et d'autre part, le paramétrage ou la mise en route n'a pas permis de discriminer l'accès. Donc tout le monde avait accès en même temps et pour tout. Donc du coup, le système a été saturé, a engendré des factures importantes qui n'ont pas pu être prises en charge par l'État et qui a donné lieu à la coupure du réseau. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec tous les acteurs pour remettre le réseau en fonctionnement, mais sur une base paramétrée avec une bonne distribution des rôles des uns et des autres, de sorte que le système soit vraiment disponible pour tout ce qui est besoin académique. Et accessoirement, pour d'autres besoins, comme vous le savez, la jeunesse est très friande de tout ce qui est Facebook, de tout ce qui est Twitter, etc. Mais ça deviendra accessoire. L'objet principal, si on met en place l'interconnexion, c'est vraiment d'avoir accès à des plateformes d'accès de cours en ligne.
Monsieur le coordonnateur, on est tenté de se demander comment le programme arrive-t-il à mobiliser des ressources pour relever tous ces défis? Le premier bailleur du PDU, c'est l'État. À la date d'aujourd'hui, l'État a mobilisé entre 80 et 100 milliards de CFA pour faire tout ce que je viens de décrire. Comme je viens de vous le dire, si on veut réaliser les premières tranches d'universités de San Pedro et Bondupu avant 2020, ça nécessite autant d'argent, environ 100 milliards, donc sur une période de 3 ans, ce qui va être très difficile compte tenu de tous les engagements du gouvernement. Donc c'est pour ça qu'avec l'appui de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, un plaidoyer a été lancé au niveau de tous les bailleurs de fonds institutionnels et des réponses très positives ont été reçues. Et nous sommes en négociation très avancée avec l'un d'entre eux avec qui nous espérons pouvoir en tout cas engager des choses beaucoup plus officielles dès le mois de septembre pour qu'on puisse démarrer ces travaux-là début 2018 si possible. Monsieur le coordonnateur, l'État de Côte d'Ivoire envisage la création d'une ville universitaire à Diaké. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir une idée de ce concept de la ville universitaire et quel est le degré d'implication du programme que vous coordonnez? Ok, vous faites bien de signaler, j'ai parlé de 5 universités, mais il y a une ville universitaire qui s'ajoute au programme, en tout cas dans le programme avant 2020, puisqu'après 2020 il y en a d'autres. À Bengourou, il y a Taboukro, il y a Dabou et Oudjene. Donc l'idée de la ville universitaire, d'abord, elle est beaucoup plus grande. Elle va concerner 50 000 étudiants. Elle est localisée sur le site d'Adjaké. Donc nous avons pris le terrain le plus grand pour ce qui concerne les universités. Il fait 1000 hectares. Il donne sur un plan lacustre qui est très beau. Il y a une zone protégée par l'UNESCO avec les îles Oitilé. Donc c'est vous dire la beauté du site et l'aspect touristique que va constituer ce projet-là. Alors, il s'agit d'une ville universitaire parce que d'abord les enseignements qu'on va y donner, essentiellement ça sera les arts cinématographiques, les sports de haut niveau, les nanotechnologies. Donc l'idée c'est que autour d'une UFR, par exemple de sciences cinématographiques, on va mettre à disposition des terrains pour des groupes privés. Par exemple, des grands studios qui vont venir s'implanter proches donc, de l'université d'art cinématographique avec un échange privé-public qui va permettre non seulement de mettre en application les enseignements théoriques des étudiants sur des zones de studio qui seront mises à disposition par le privé. Et donc, ainsi de suite, par zone concentrique, on va développer ce site UFR par UFR avec à chaque fois sa zone d'activité industrielle dédiée. Donc voilà l'idée. Vous voyez que comme ligne conductrice, on va avoir des routes pour distribuer sur l'ensemble de ce site. On va avoir des banques, on va avoir la police, on va avoir un certain nombre d'infrastructures, de centres de santé, etc., des écoles maternelles, des écoles primaires, puisqu'il y aura autant des privés que des enseignants, que des étudiants. Donc il y aura des zones d'habitation d'étudiants, des zones d'habitation des privés, des enseignants, avec les écoles primaires, les écoles secondaires, etc. etc. Mais ce n'est pas une opération qu'on va faire d'un seul tenant. On va le densifier UFR par UFR sur l'ensemble du site avec des partenariats publics. Monsieur le coordonnateur, qu'est-ce que vous répondez aux Ivoiriens qui estiment que la mise en place de ces différentes universités dans les villes de l'intérieur du pays ne répond pas à leurs attentes, notamment la lenteur de la mise en place? Alors, ce sont des grands projets. Sur les grands projets, je vais vous citer, dans les années 80, la Côte d'Ivoire a réalisé un pôle technologique à Yamoussoukro. Si vous prenez l'UNSTP, c'est une grande école de 1500 étudiants. Si vous prenez l'INSET, c'est une grande école de 1500 étudiants. Imaginez-vous qu'à San Pedro, on fait une école de 3000 étudiants en une seule fois. Donc ça vous donne l'ampleur des défis à relever, l'ampleur des travaux à réaliser. Et quand on fait ce genre d'opération, on ne peut pas s'engager sans un minimum d'études. Donc il a fallu faire l'ensemble des études. Les études consistent en quoi? Il faut capter le besoin. Quel est le besoin des autorités universitaires pour accueillir 3000 étudiants?
en termes de nombre de salles de TD, en termes de nombre de salles de TP, d'amphithéâtre, de logement, etc., etc. Une fois qu'on a fait ce travail, il faut faire des études d'impact environnemental et social pour voir quand on va venir implanter un site qui accueille 3000 étudiants dans des zones qui n'étaient pas prêtes à recevoir ce genre de profil. Quelles sont les incidences que ça va créer? Quelles sont les opportunités que ça va créer au niveau de la ville? Vous savez que l'université est un outil puissant de recherche qui, en venant s'implanter, va s'accaparer des problèmes de développement de la région, leur donner une plus-value technique, technologique et le ramener au niveau des populations pour augmenter leur capacité, leur pouvoir d'achat. Donc, c'est tout ça qui fait l'objet d'études préalables. Ensuite, il faut faire les études de sol. Savoir, si je vous prends le cas de San Pedro, nous venons de faire une mission hier où nous avons survolé le site en avion pendant la zone pluvieuse. On se rend compte du comportement de l'eau sur le site avant de pouvoir dessiner des bâtiments. Sinon, on va faire des choses qui demain vont se retrouver en dessous des côtes de plus hautes eaux, ce qui s'appelle inondation. Donc, c'est toutes ces études que nous faisons, mais on ne fait pas que des études. En parallèle, si vous allez à San Pedro aujourd'hui, nous sommes en train de faire la voie d'accès qui permet d'accéder à l'université. Ce faisant, nous amenons l'eau potable et sur le chemin, nous distribuons l'eau potable au quartier riverain de l'université. Il y a un village derrière l'université que nous alimentons en électricité. Donc, il s'agit de projets de développement. Et quand on fait du développement, on se met dans la durée. Quand on se met dans la durée, on fait des études sérieuses. Et les études sérieuses prennent du temps. Voilà. Donc, ce n'est pas lent. Ça va à un rythme normal, mais qui est le rythme des grands projets. En tout cas, on peut loisivrement l'affirmer, la décentralisation universitaire est une réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont maintenant vos priorités? Alors, la priorité, il y en a plusieurs. Il faut que absolument les universités de San Pedro de Bondoukou puissent démarrer, j'allais dire, au plus tard dans le premier trimestre 2018. Ça nous demande déjà de faire accélérer les études techniques et architecturales. Donc, les architectes ont été désignés, les plans masse ont été validés par la commission nationale en charge de cette opération. Et aujourd'hui, nous devons passer au stade des plans de détail de la première tranche consistant à réaliser une université de 3000 étudiants avec 1000 lits. Donc, ces études sont en cours qui doivent donner lieu à des dossiers d'appel d'offres qu'on attend d'ici la fin du dernier semestre, du troisième semestre 2017. Ensuite, on va lancer des appels d'offres. Vous savez que ces appels d'offres à hauteur de 50 milliards CFA intéressent les plus grandes entreprises, qu'elles soient africaines, qu'elles soient canadiennes, qu'elles soient françaises, qui nous démarchent à longueur de semaine. Donc, ce sont des dossiers sur lesquels, quand vous lancez un appel d'offres, vous donnez au moins 45 jours aux sociétés pour faire leurs offres. Donc, c'est tous ces délais qui sont incompressibles, mais qui sont conformes aux règles de bonne gestion que nous suivons. Pour le grand public, c'est lent, mais ce sont des passages obligés. Voilà. Et quand je vous parle de San Pedro de Bondoukou en priorité, évidemment, il y a la question du financement. Donc, comme je viens de vous le dire, nous sommes en discussion très avancée avec un des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire qui, en tout cas, selon les informations que nous avons échangées, s'apprête, je veux dire, on peut être rassuré à 80% que d'ici la fin de l'année, ces financements seront acquis. Mais nous préparons un plan B parce que ce sont des dispositions qu'il faut absolument prendre quand on travaille pour la jeunesse de Côte d'Ivoire et que le président de la République a pris des engagements pour ouvrir ces universités. Nous travaillons sur un plan B consistant à discuter avec des partenaires privés qui seraient capables de monter des financements à hauteur de 100 milliards, ce n'est pas des petites sommes, avec des taux de crédit le plus que possible jugés concessionnels, parce que les taux de crédit privés sont beaucoup plus chers. Et si c'est beaucoup plus cher, ça veut dire que le gouvernement va payer beaucoup plus. Et là, vous voyez, je ne vous parle que d'une université de 3000 étudiants. Or, l'objectif, c'est 20 000. Donc, si on s'endette trop pour 3 000, comment on va faire quand on va lancer la deuxième tranche pour 7 000, a fortiori 15 000 et 20 000. Donc, c'est pour ne pas bloquer le système que nous cherchons des financements de type concessionnel. Mais à défaut, comme je vous l'ai dit, on travaille également avec des partenaires privés qui sont capables de monter des financements
qui ne sont peut-être pas de taux concessionnels, mais qui peuvent être acceptés par le ministère du Budget en Côte d'Ivoire. Et compatibles avec la dette publique. Bien entendu. Nous sommes donc au terme de notre entretien. Un appel à lancer, votre mot de fin. C'est vous remercier, vous qui relayez ce message, qui est un message donc d'espoir pour la jeunesse de Côte d'Ivoire bientôt étudiante, et donc remerciement à l'ensemble donc des gouvernements qui fait confiance au PDU, et nous nous inscrivons de manière irrémédiable dans le cadre de la bonne gouvernance de ce programme, avec des résultats que nous donnerons au fur et à mesure. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu l'honneur de recevoir vous, M. Dembélé Maki, coordonnateur du PDU, programme de décentralisation universitaire en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons fait donc le point des activités de ce programme. Merci.